Bonjour, je suis Lino Roberto Georges et c'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre des Jeudis Santé de CESPA pour vous parler de la place de la massothérapie en réflexologie. Avant de commencer, permettez que je me présente brièvement. Je suis médecin avec une spécialité en médecine interne, massothérapeute et coach de niveau 1 en tennis de table. Je dirige actuellement la clinique Climage et le club sportif Tornado au CAI. Comme dit au début, je vais vous parler de la place de la massothérapie en réflexologie. Nous tenterons de définir la massothérapie et la réflexologie, puis d'expliquer ses mécanismes d'action, et enfin nous soulignerons les similitudes et les différences entre ces deux approches de la médecine alternative. Pour faciliter notre démarche, nous suivons un plan qui commencera avec l'historique de la massothérapie. Dans la deuxième partie, ce sera la définition, suivie par l'explication des mécanismes d'action. Et dans la quatrième partie, nous soulignerons les indications et les contre-indications du massage. Et enfin, les différentes approches connues en massothérapie. Retraçons ensemble l'histoire du massage et voyons qu'il n'est pas si jeune que l'on pourrait croire. La pratique du massage est presque aussi vieille que l'humanité. Dans l'Antiquité, les guerriers prenaient l'habitude de soulager les douleurs musculaires par le biais du massage. Au cours des nombreuses guerres livrées par les soldats grecs, le massage était appliqué comme traitement avec l'utilisation d'huiles essentielles et d'herbes. Dans le même temps, les athlètes fatigués y avaient également recours avant et après les tournois. L'histoire rapporte que Hérodicus, un médecin grec, fut le premier à appliquer le massage comme traitement médical. Témoins des bienfaits de cette pratique, les Romains l'ont intégré au sein même de leur propre culture. D'ailleurs, Jules César aurait recours à la massothérapie afin de soulager les névralgies dont il souffrait et de calmer ses maux de tête. Dans son ouvrage De Medicina, Cornelius Celsius, le masseur privilégié de Jules César, évoque l'importance du massage et discute des différentes méthodes de la friction. Même Hippocrate, l'auteur du célèbre serment des médecins, l'a utilisé pour traiter les entorses et les luxations. Les bienfaits du massage ont voyagé à travers l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Au XIXe siècle, le massage suédois est développé par Père Henri Leng, reconnu comme le père du massage moderne pour avoir élaboré une pratique plus méthodique. Leng fut médecin, poète et éducateur suédois. Il s'inspira de la gymnastique, de la physiologie et des anciennes techniques chinoises, égyptiennes, grecques et romaines. Le docteur Johann Metzger a introduit le massage dans le domaine scientifique en présentant les termes effleurage, pétrissage et tapotement à la communauté médicale hollandaise à l'aube du XXe siècle. Entre 1920 et 1930, le St. Thomas Hospital de Londres ouvrait un service de massothérapie. Le massage est alors utilisé pour traiter les lésions nerveuses des soldats au cours de la Première Guerre mondiale. Voyons maintenant ce que c'est que la massothérapie. Le mot massage dérive du grec masséin, qui signifie pétrir. Le massage est la manipulation des tissus mous du corps et il est pratiqué directement sur la peau nue, selon une manière méthodique élaborée et tenant compte
de l'anatomie et de la physiologie humaine. Le champ du massage et plus scientifiquement de la massothérapie regroupe plusieurs approches que nous verrons un peu plus tard dans cette présentation. Souvent confondu et combiné à d'autres techniques, le massage vise à réduire la douleur et à favoriser la bonne circulation de l'énergie du corps afin de rétablir cet état dynamique qu'est la santé. Ces effets atteignent tous les systèmes de l'organisme, le système circulatoire, lymphatique, musculaire, neurologique, squelettique, nerveux et a même des effets du point de vue psychologique. Comment agit le massage? Nous allons dans cette partie de la présentation parler des bienfaits du massage, du déroulement d'une séance de massage, des techniques utilisées sans entrer dans les détails et aussi de la base physiologique des effets du massage sur le corps. Le massage est fortement recommandé dans les hospices pour améliorer la relaxation et le confort des résidents. Les recherches ont prouvé que le massage est capable de faire baisser la tension artérielle et de stimuler le système immunitaire. Chez les patients brûlés, on note une diminution importante des démangeaisons après un massage. Les bébés prématurés qui sont massés régulièrement prennent du poids plus rapidement. Physiologiquement, sa plus forte influence se situe sur le système nerveux. Le massage rétablit l'équilibre du système nerveux, soit en stimulant, soit en apaisant, selon les besoins. Un massage régulier peut réduire l'incidence des maux de tête. Du point de vue circulatoire, le massage augmente le flux sanguin et à mesure que le flux sanguin augmente, la circulation sanguine s'améliore, transporte les nutriments vers les cellules et élimine les toxines plus rapidement. Au niveau du système musculo-squelettique, le massage élimine la tension musculaire et augmente l'élasticité des tissus conjonctifs. Après un entraînement intense, le massage augmente l'apport de sang au niveau des muscles et favorise l'élimination de l'acide lactique. Il a été aussi prouvé que le massage sportif réduit les douleurs musculaires et améliore les performances sportives. Le massage permet aussi l'élimination des toxines au niveau du système lymphatique. Avec tous ces effets bénéfiques sur les différents systèmes organiques, le stress est dissipé et la santé mentale est renforcée. La séance de massage pratiquée de façon méthodique commence toujours par un interrogatoire où le massothérapeute cherche à identifier la motivation de son patient, à déterminer quel type de massage est souhaité ou indiqué, à retracer les antécédents médicaux du client, à déterminer le nombre de séances nécessaires et aussi à expliquer au client le déroulement de la séance. Le massage doit se dérouler dans un cadre adapté, aéré et sécuritaire tant pour le client que pour le masseur. Il est fréquent que de la musique soit jouée en vue d'optimiser l'effet du traitement. Dans certains cas, l'application d'huile, de lotion ou de poudre peut être autorisée, recommandée ou interdite. Pour le masseur ou le massothérapeute, la tenue d'une séance de massage peut nécessiter beaucoup de dépenses d'énergie et l'utilisation intensive de certaines articulations. Il est recommandé que le massothérapeute ait des exercices d'échauffement et de renforcement réguliers en dehors des séances et avant les séances. Le client aussi doit bénéficier de l'application de techniques d'échauffement sur les régions devant être massées. Ainsi, le massage commence avec l'exécution de mouvements généraux suivis de manipulations spécifiques et se termine par un cool-down. Immédiatement après la séance, le client peut vouloir passer quelques minutes seul pour bien jouir des effets immédiats du traitement et dans les heures qui suivent la séance, une bonne hydratation est recommandée en vue d'éliminer de l'organisme les toxines libérées par la manipulation. Les techniques de manipulation s'appliquent suivant un ordre bien spécifique en fonction de l'effet recherché.
Il est toutefois recommandé que l'effleurage précède chaque type de manipulation. L'effleurage permet le premier contact avec le corps et aussi l'application d'huile, de lotion ou autres substances utilisées pour le massage. Certaines techniques ne seront pas appliquées selon le cas et l'objectif visé. Dans la pratique moderne, on utilise souvent des stimulateurs électriques ou thermiques pour produire certains effets. Certaines approches en massothérapie mobilisent et manipulent les énergies magnétiques à des fins thérapeutiques. Avec ces techniques et modes de stimulation, le masseur provoque des réactions physiologiques d'ordre moteur, viscéral ou glandulaire. Les voies de transmission de ces stimulations sont à la fois afférentes et efférentes. Et en pointe la voie de la circulation, les voies lymphatiques, le système nerveux, les méridiens. Les stimulations sont traitées au niveau du cerveau ou par des mécanismes réflexes qui utilisent les arcs réflexes du système nerveux. En empruntant la voie des arcs réflexes, la stimulation provoque une réponse sans parvenir au cerveau. Cette réponse peut être physique, psychologique ou humorale. C'est en ce sens aussi que la réflexologie et la massothérapie se rejoignent. Quelles sont donc les indications et les contre-indications de la massothérapie? Les indications du massage sont multiples. La massothérapie s'est révélée bénéfique dans les pathologies localisées et systémiques. L'effet relaxant procuré convient dans les douleurs chroniques ou aiguës. Le massage de la plante des pieds, qui est une pratique de la réflexologie, arrive à calmer les crises chez les patients asthmatiques, à améliorer la qualité du sommeil et à provoquer ou améliorer les contractions utérines chez les femmes enceintes. On note une cicatrisation plus rapide chez les patients brûlés par le renforcement des capacités d'auto-guérison de l'organisme. En agissant sur le système immunitaire, le massage prévient les rechutes dans les maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé. On recommande le massage dans les troubles digestifs chez les patients avec le syndrome du côlon irritable, par exemple, chez les patients avec constipation, les maux du bas du dos, le lumbago, la douleur sciatique. Certains patients avec des formes d'eczéma récidivant ou d'origine allergique réagissent aussi très bien avec des massages réguliers. Dans certains centres de désintoxication, la massothérapie aide les patients à se libérer de leur dépendance. À côté des bienfaits, il existe aussi des situations où le massage est absolument contre-indiqué, ou bien où certains types de massage sont contre-indiqués. Ces contre-indications sont justifiées par le risque d'aggravation que représente la massothérapie dans certaines maladies préexistantes. Par exemple, le massage des membres inférieurs dans les cas de phlébite peut précipiter une embolie pulmonaire. La manipulation des plaies ouvertes présente un risque de contamination et de surinfection. Dans les cas de cancer, on peut avoir une libération des cellules malignes dans le sang et ces cellules vont se loger dans d'autres organes et former des métastases. Dans certains troubles hormonaux comme l'hypothyroïdie, il n'est pas recommandé de masser pour éviter une chute tensionnelle. Dans les cas où le massage complet, le massage suédois complet ne peut être appliqué, la réflexologie, qui est une pratique plus localisée, peut être une alternative efficace. Quelles sont les variétés de massage, les différentes formes de massage? Il existe différentes formes de massage ou variétés de massage d'une région du globe à l'autre et se basant toutes sur une conception de la santé. La forme de massage la plus courante est le massage suédois. Il est pratiqué dans un but thérapeutique et souvent de relaxation ou de détente. Les approches asiatiques regroupent la médecine traditionnelle chinoise,
l'acupression, l'acupuncture et le shiatsu, qui consiste à appliquer une pression avec les doigts sur des points stratégiques au niveau des méridiens en vue d'activer les pouvoirs de guérison naturelle du corps. Les techniques énergétiques se basent sur d'anciennes théories relatives à l'énergie corporelle. Les thérapeutes énergétiques utilisent un toucher léger pour équilibrer le chi qui représente l'énergie vitale. L'hydrothérapie utilise l'eau pour traiter. Nous retrouvons aussi le massage sportif qui est effectué avant, pendant et après les compétitions. Les approches neuromusculaires, elles, avancent que le stress est causé par une mauvaise mécanique corporelle ou une mauvaise posture. La thérapie neuromusculaire est une approche neurologique dans laquelle les thérapeutes utilisent les connaissances anatomiques et le toucher pour évaluer l'état des tissus et traiter les problèmes neuromusculaires. C'est dans ce groupe que nous retrouvons la réflexologie, qui elle, se base sur l'idée que la stimulation des points particuliers à la surface du corps affecte d'autres organes situés à distance. C'est une forme de massage par compression. Elle stimule les forces de guérison et ces stimulations atteignent les glandes, les muscles et les différents organes. Nous avons aussi la chiropratique, qui est une pratique qui se repose sur la théorie suivant laquelle les maladies sont dues à des lésions de la colonne vertébrale, causant des modifications anormales dans la moelle épinière et les nerfs rachidiens et créant des désordres fonctionnels et organiques dans divers organes et tissus. D'autres approches s'inspirant du massage ont vu le jour en faisant appel à des mouvements mécaniques de type passif ou actif. Les mouvements actifs sont accomplis entièrement par le patient avec sa seule force. Les mouvements passifs sont entièrement accomplis par l'opérateur sans aucun effort de la part du patient. Des mouvements dits actifs-passifs ou passifs-actifs, combinant les deux types de mouvements en alternance, existent aussi. Il existe aussi l'ostéopathie. Selon la définition adoptée par l'Académie d'ostéopathie de Belgique, l'ostéopathie est une approche diagnostique et thérapeutique manuelle des dysfonctions de mobilité articulaire et tissulaire en général, dans le cadre de leur participation à l'apparition des maladies. Selon l'ostéopathie, presque toutes les maladies sont dues à un dysfonctionnement d'un organe ou d'un groupe d'organes, produit par une gêne de l'irrigation sanguine et lymphatique et de l'innervation. En d'autres termes, un fonctionnement corporel sain dépend de l'état normal de la structure corporelle. Le rôle de l'ostéopathe est de rétablir l'harmonie structurelle de manière à ce que le pouvoir curatif inhérent à l'organisme puisse agir pour assurer l'auto-guérison. Nous retrouvons aussi l'orthothérapie. Cette technique a été mise au point aux États-Unis par le docteur Arthur Michel et Fairley Motter. Elle ne concerne pas seulement les algies, mais par ses effets sur la colonne vertébrale, elle a des répercussions sur tous les organes vitaux, spécialement le cœur et les poumons, et s'allie harmonieusement aux exercices d'oxygénation active. Et ce qui nous concerne plus particulièrement, c'est la réflexologie. Plusieurs théories tentent d'expliquer le mécanisme de fonctionnement de ce type de massage. La stimulation nerveuse est la théorie souvent mentionnée. Il semble y avoir une relation précise et définie entre les terminaisons nerveuses des zones réflexes et l'endroit où se situe le trouble corporel. La pression exercée sur la zone réflexe est censée transmettre des messages au cerveau, lui ordonnant de corriger le problème en mobilisant toutes les ressources disponibles du corps. Bien que notre corps soit muni de points réflexes, il faut prendre en note que ce sont les extrémités du corps qui sont le plus souvent manipulées. La tête, les pieds et les mains qui renferment le plus de terminaisons nerveuses.
qui sont beaucoup plus riches en terminaisons nerveuses. Sur cette image et sur les suivantes, nous pourrons voir les différents points réflexes et les organes correspondants. Ici, nous avons les points réflexes de la tête. Il faut aussi noter que le type de manipulation est tout aussi important que l'identification de la position des différents points réflexes. Au niveau des mains, nous avons cette cartographie qui est plus ou moins symétrique entre les deux mains. Et ici, la carte de la plante des pieds, avec des zones identifiées pour la glande pinéale, le nez ici, la glande pituitaire un peu plus bas que la glande pinéale sur la face plantaire du gros orteil, le cou, la gorge et les amygdales, les glandes parathyroïdes, le plexus solaire, etc. Et ici, au niveau de la surface plantaire, du creux plantaire, nous avons le côlon, nous avons l'urétère, la vessie, etc. Donc, pour comparer la réflexologie à la massothérapie, nous pouvons utiliser ce petit tableau. Donc, au point de vue de l'objectif, la réflexologie est plutôt à visée thérapeutique, alors que la massothérapie peut être pratiquée à visée thérapeutique, mais aussi comme détente et loisir. En termes d'approche, la réflexologie, c'est une approche neuromusculaire. La massothérapie regroupe plusieurs types d'approches. Il existe plusieurs types de massages. Et la réflexologie fait partie d'un des types de massages que nous trouvons dans la massothérapie. Et cible, c'est au niveau de la réflexologie, la manipulation des points réflexes se réfère à des zones spécifiques, à un organe spécifique, alors qu'au niveau de la massothérapie, c'est plutôt un bien-être général et parfois aussi le massage peut être adressé à un organe spécifique. Au niveau de la stimulation, la réflexologie, c'est plutôt une stimulation tactile, alors que comme massothérapie, nous avons la stimulation peut-être soit tactile, thermique, électrique, magnétique ou chimique. Au niveau des techniques, pour les deux types, nous avons d'abord une approche qui doit être générale, ensuite une approche spécifique aux besoins, et les mouvements en réflexologie, c'est surtout des mouvements de réputation et de pression, alors qu'en massothérapie et surtout dans le massage suédois, nous avons des mouvements de fleurage, le tapotement, le balancement, le pétrissage. Et les voies qui sont stimulées dans la réflexologie, c'est la voie neurologique. Et dans la massothérapie, on peut avoir une stimulation de plusieurs voies. Ces voies peuvent être la voie neurologique, humorale, circulatoire, lymphatique, magnétique et énergétique. Pour vous faire cette présentation, nous avons consulté ces ouvrages et de là, je n'ai qu'à vous remercier d'avoir suivi cette présentation et aussi à remercier CESPA de l'invitation qui m'a été faite pour vous parler de cette branche importante de la médecine alternative qui est la massothérapie. Merci beaucoup.